Je voulais d'abord te demander comment est-ce que tu as atterri dans l'entrepreneuriat? Alors moi, l'entrepreneuriat, ça a toujours été un rêve de gamin. Je voulais soit devenir astronaute, soit devenir entrepreneur. Alors le deuxième choix était un petit peu plus simple. Et c'est vrai qu'à 14 ans, j'avais créé ma première boîte d'informatique avec un ami. C'était une aventure extraordinaire. Et puis je me suis assez vite rendu compte que si on voulait arriver à réaliser le rêve de la Silicon Valley, eh bien, il fallait faire des études, il fallait quand même avoir accès à des technologies de pointe. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé mes études à l'EPFL. Et à l'EPFL, j'ai continué ensuite avec une thèse de doctorat qui m'a donné l'accès à une de ces technologies de pointe. Et c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de la technologie de Bionic que j'ai créé l'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi consiste Bionic? Oui, donc à Bionic, nous avons développé une nanotechnologie qui permet de réaliser des tests qui se font habituellement en 2-3 heures dans un laboratoire d'analyse, mais nous on le fait en 2 ou 3 minutes à partir de petites plateformes comme celle-ci qui sont les Nespresso du diagnostic médical. Et comment est-ce que tu es arrivé à cette machine qu'on voit là? Combien de temps est-ce que ça vous a pris? Alors pour Bionic, on est vraiment parti d'une idée. Donc on n'avait absolument rien sur la table et puis on a commencé l'entreprise en créant un démonstrateur pour montrer que la technologie fonctionnait. Donc ça nous a pris à peu près 2 ans. Ça en est suivi un prototype, ensuite un premier produit, puis ensuite un deuxième produit, soit celui qu'on voit en ce moment sur la table. Donc en tout, on a mis à peu près 8 ans pour arriver jusqu'ici. Comment est-ce que tu vis pendant 8 ans? L'argent, c'est le nerf de la guerre pour l'entrepreneur. Alors comment pendant 8 ans est-ce que tu as réussi pour toi et pour les personnes qui t'ont entouré à gagner ta vie? Est-ce que tu as gagné ta vie ou c'est maintenant que tu commences 8 ans après? Alors ce qui est compliqué à comprendre parfois de l'extérieur, dans notre type de structure, on vit de l'argent qu'on lève. Donc ça veut dire qu'on a des entrepreneurs privés, des instances, qui vont mettre de l'argent pour obtenir des parts de l'entreprise en vue de pouvoir faire grandir l'entreprise et un jour récupérer un multiple de leur investissement. Donc les premières années de l'entreprise, évidemment, on a dû vivre d'amour et d'eau fraîche, si je peux dire ça comme ça, où on a surtout gagné pas mal de prix, et c'est ces prix qui ont amené un petit peu d'argent qui nous ont permis de survivre. J'avais offert symboliquement une boîte de raviolis en conserve à mon cofondateur en lui disant maintenant il va falloir t'y habituer. Et c'est vrai qu'on a eu des périodes où on n'a même pas reçu de salaire. Donc c'était pas facile. Maintenant, on a quand même relativement rapidement trouvé des investisseurs qui étaient intéressés par la technologie et qui voyaient le potentiel. Et ces gens-là nous ont donné, ont investi de l'argent dans l'entreprise qu'on a pu utiliser pour faire ce développement. D'accord. Combien de fonds? Quand est-ce qu'elle a eu la première et combien ont déjà eu lieu depuis que tu as commencé cette aventure? Donc la première levée de fonds a eu lieu en 2012, donc 2 ans après la fondation de l'entreprise. On avait levé à l'époque 3,5 millions de francs suisses et aujourd'hui on a eu 3 levées de fonds complètes qui ont été effectuées pour un total d'environ 35 millions de francs. Quelle est la place du marketing dans ton entreprise? Alors le marketing aujourd'hui a une place relativement faible parce que nos 2 pôles d'excellence sont surtout le R&D et la production. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle est inexistante. On a besoin de faire du marketing pour promouvoir nos produits, pour faire des chartes graphiques, pour avoir une consistance de communication. On communique beaucoup à travers les réseaux sociaux, mais c'est plutôt pour exister à travers l'écosystème entrepreneurial plutôt que d'atteindre nos clients. Parce que nos clients sont surtout des médecins, des hôpitaux, des pharmaciens, qui sont plutôt historiquement des gens qui sont assez peu sensibles au marketing digital. Donc on a besoin de travailler plutôt avec des entreprises de distribution qui, elles, ont l'accès à ces clients et qui vont faire ce travail pour évoluer sur le marché. Excellent. Pourquoi l'entrepreneuriat? Pourquoi à 14 ans, tout d'un coup tu te dis, bon, je vais fonder ma boîte? C'est quoi? Il y a quelque chose qui gratte? Qu'est-ce qui t'amène à ça? Disons, j'ai toujours fait partie des gens qui préféraient être la tête de la souris plutôt que la queue du lion. Donc pour moi, c'était évident que j'avais envie et je me sentais suffisamment en confiance, on va dire, de me dire que j'avais envie de porter un projet que j'avais créé et qui allait peut-être révolutionner le monde. Donc je pense qu'on est sur cette planète un temps tellement faible, tellement petit, que si on ne profite pas d'essayer, eh bien, on a des regrets à la fin et puis c'est juste dommage. Ok. Est-ce que tu t'es senti de manière générale encouragé par la société, par l'école, de manière générale à commencer à débuter une aventure entrepreneuriale? Je dirais oui et non. C'est-à-dire que oui, dans le sens où médiatiquement, l'entrepreneur, c'est un peu le héros moderne. Donc ça, on le ressent très fortement dans les journaux. Des fois, on est même mal à l'aise, parce que les gens disent oui, fantastique, c'est un grand succès, alors qu'on a plutôt l'impression que ce n'est pas encore le cas. Il faudrait plutôt rester un petit peu sous les radars. Mais à ce niveau-là, oui, on a été très encouragés. Maintenant, non, parce que le Suisse moyen est quand même formaté
pour être quelqu'un de discret, quelqu'un qui n'aime pas les autres quand ils ont la tête qui sort de la foule. Et puis on a cette sensation aussi de confort, où finalement c'est plus simple d'aller rejoindre une multinationale et puis d'être un pion sur l'échiquier, plutôt qu'une espèce de troublion qui essaye de changer tout un système. Donc il y a un équilibre. Un équilibre entre les deux. À titre personnel, dans cette aventure, est-ce que tu peux nous parler de tes plus grandes réussites? Moi, je pense que la plus grande réussite que j'ai eue, c'était d'avoir rassemblé la bonne équipe autour de ce projet. Et je pense que c'était vraiment des points critiques, c'est d'avoir les bonnes personnes qui vont contribuer à faire ce projet ce qu'il est aujourd'hui. Je ne peux pas m'en attribuer le mérite, je ne le mérite pas. Je veux dire, moi, j'ai été l'étincelle qui a créé la chose au départ. J'ai la vision, je sais où je veux aller. Mais avoir les bonnes personnes qui sont compétentes, qui sont loyales, qui sont suffisamment motivées sur le long terme, ça, c'est une grande réussite. D'accord, bravo. Et du coup, échecs, il y en a eu? Il y a eu une multitude de petits échecs. Alors, je ne vais pas les énumérer maintenant, mais ce qu'il faut toujours tirer, c'est quelles ont été les conséquences, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, qu'est-ce qu'on aurait pu éviter. Je pense qu'il y a aussi énormément d'échecs qu'on peut tirer chez les autres. Je fais partie des gens qui pensent qu'on n'a pas forcément besoin de tomber pour comprendre. Donc, en discutant avec les autres entrepreneurs, on apprend énormément et on évite de faire des bêtises. Maintenant, on n'a jamais eu vraiment de grands échecs parce qu'on a toujours eu cette capacité à les détecter suffisamment tôt. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pris des mauvaises décisions ou qu'on n'a pas fait des choses fausses, mais on a toujours réussi à s'en rendre compte suffisamment vite pour éviter de tomber dedans.